Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture. J'ai 5 livres à vous présenter et je commence tout de suite. Le premier livre que j'avais lu au mois de septembre, il s'agit du tome 2 de la saga Les 100. Donc c'est 21 jours écrit par Cass Morgan, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Étant un second tome, bien sûr je ne vais pas vous spoiler, je vais vous résumer le premier tome et vous donner mon ressenti sur ce second. Il faut savoir que la planète Terre qu'on a toujours connue n'existe plus vraiment puisqu'elle est devenue tellement radioactive et une grande partie de la population est devenue une colonie qui vit dans l'espace avec 3 stations. Vous avez Phoenix qui est la plus luxueuse, la plus riche, et Walden et Arcadia qui sont les moins belles, les moins riches. Elles sont un petit peu composées en fait de la population plus pauvre entre guillemets. Et on va suivre 4 personnages avec leur point de vue. Vous avez par exemple Wells qui est le fils du chancelier, donc en fait le chancelier c'est celui qui dirige la colonie. Vous avez Glass qui est une jeune femme de Phoenix, donc qui est d'un milieu plutôt aisé. On a Clark qui elle, ses parents sont médecins. Et elle, donc on va la suivre dans son parcours. Et on a enfin Bellamy qui lui est un gars qui vient d'une des stations les plus pauvres et qui veut tout faire pour sauver sa sœur qui s'appelle Octavia. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette colonie qui est dans l'espace, c'est que suivant les crimes que vous faites, que ce soit le vol, que ce soit le fait d'avoir 2 enfants parce que vous êtes censé en avoir qu'un, etc. Il y a beaucoup de règles pour justement assurer la survie des êtres humains. Et bien suivant le crime que vous faites, si vous êtes adulte, on vous expulse dans l'espace, donc vous mourrez dans l'espace. Et si vous êtes mineur, on vous enferme jusqu'à ce que vous ayez l'âge adulte pour être tué. Ouais, c'est super joyeux là-bas. Donc ça c'est le premier tome, je vous laisse le découvrir si ça vous donne envie. Moi je sais que j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si l'explication de l'univers, du décor, c'était un petit peu compliqué pour moi. En plus de ça, là, après le second tome que j'ai adoré, j'ai regardé la série et j'ai beaucoup aimé la série. Petit aparté. En tout cas, ce second tome, je l'ai plus préféré que le premier tome parce qu'on rentre vraiment dans le sujet. On a donc 4 personnages qui sont venus sur Terre pour tester la radioactivité, voir si on peut revenir vivre sur Terre parce que forcément, au bout d'un moment, l'oxygène dans l'espace risque de manquer. Et on a un autre personnage qui est donc Glass qui elle est toujours sur la colonie dans l'espace et on peut ainsi avoir des points de vue des deux côtés, savoir comment ça se passe au niveau de la colonie et comment ça se passe sur Terre. Et c'est vrai que ce second tome ça va vraiment être des flashbacks aussi avec des retours en arrière. On va en apprendre plus sur les personnages, savoir pourquoi il y en a qui ont été condamnés, car ceux qui ont atterri sur Terre sont au nombre de 100, c'est 100 jeunes prisonniers qui, au lieu de rester enfermés jusqu'à qu'ils soient majeurs et qu'ils soient envoyés dans l'espace pour être tués, eh bien on a décidé de les envoyer sur Terre pour tester la radioactivité. J'en dirai pas plus au niveau de l'histoire, moi je peux juste vous dire que j'ai adoré ce second tome, vraiment d'en apprendre plus sur les personnages, avoir ces petits flashbacks qui ont permis de compléter certaines choses qui pouvaient manquer au niveau des informations qu'on nous donnait. Vous l'aurez compris, je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et si jamais vous avez lu le premier tome et que vous voulez avoir vraiment mon avis avec donc des spoils du premier tome, je vous laisse de toute façon ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un livre que je voyais pas mal l'année passée, vers la période justement d'Halloween. Il s'agit de Bird Box, écrit par Josh Malerman et donc moi c'est aux éditions Le Livre de Poche. Bon, rien que la couverture, je vous avoue, ça ne pouvait que m'intéresser. Donc là, on va faire la connaissance de Mallory, qui est une jeune femme qui, du jour au lendemain, va se rendre compte que le monde qu'elle a connu va complètement changer, puisqu'il semblerait que quiconque ose regarder, en fait, ouvrir les yeux et voir l'extérieur, peut s'infliger une mort douloureuse ou voire même tuer les personnes autour d'elle. Seule solution pour éviter de risquer de mourir ou de tuer ses proches, c'est de se mettre un bandeau sur les yeux ou de fermer les yeux, mais en tout cas de ne jamais ouvrir les yeux au risque de mourir. Le récit est articulé en 2 temps. On a Mallory que l'on découvre avant ce phénomène étrange qui fait que les gens se tuent, et on a Mallory après l'invasion ou le truc bizarre qui se déroulerait dans la nature, qui essaye avec 2 enfants qui s'appellent garçon et fille. Et je vous avoue que sur ce coup-là, j'étais assez surprise comment elle appelait les enfants en fait. Mais voilà, avec 2 enfants qui s'appellent garçon et fille. Et elle va tout faire pour atteindre un refuge, mais ça ne va pas être évident parce qu'elle va devoir l'atteindre les yeux bandés. Et comment voulez-vous vous orienter quand vous êtes privé de votre sens de la vue? C'est tout simplement hyper compliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé le rythme de l'histoire parce que tout le long en fait, l'auteur nous laisse libre cours à notre imagination parce qu'à aucun moment on ne sait
qu'est-ce qui déclenche le fait que les gens se tuent? On a des moments où il y a des personnes qui sont bloquées, qui peuvent voir ce qui se passe dehors et qui se mettent à se faire du mal, à se mutiler, mais on ne sait pas ce qui provoque que les gens se suicident. Moi, je vous avoue, ce livre m'a beaucoup fait penser au film Phénomène, un film d'ailleurs que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. La seule différence, c'est que là, ce qui fait que les personnes se suicident, ce n'est pas d'avoir vu quelque chose d'horrible, c'est plutôt un phénomène naturel. Donc franchement, je vous en dis pas plus sur ce film, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment génial. Et c'est vrai que du coup, le rythme de ce livre m'a fait beaucoup penser à ce film-là, puisque c'est vrai que finalement, la population est en train d'être réduite rapidement, parce que si on se met à regarder dehors, on se fout en l'air. Mais ce qui m'a surtout surpris, un peu négativement je dois l'avouer, c'est que je pensais qu'à la fin j'allais avoir une réponse à mes questions. Et en fait, l'auteur, ce que je peux comprendre, a décidé délibérément de ne pas nous révéler ce qui provoquait ces suicides. Il a choisi de laisser en fait l'auteur imaginer la pire des choses, le pire scénario, plutôt que de révéler quelque part ce qui peut provoquer ces choses-là. Pour moi, c'est positif et négatif. Positif parce que du coup, effectivement, ça nous fait réfléchir, ça nous fait imaginer des choses horribles ou voilà, on a tous une imagination débordante, je pense. Mais le point négatif, c'est que finalement, c'est pas si compliqué que ça de faire un livre comme ça pour moi. Parce que du coup, j'ai pas besoin de me creuser la tête à faire un truc qui fasse hyper peur ou qui soit effrayant ou qui soit compliqué à imaginer. Parce que voilà, il y a des choses, je pense que en fonction de ce qui peut nous arriver, on n'arriverait pas vraiment à supporter ce qui se passe ou on deviendrait fou à force de voir une chose aussi horrible. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu trop facile de se dire, voilà, tout le long que je vous fais imaginer des trucs, vous avez peur, mais par contre, je vous dirai pas ce que c'est, puis au final, j'ai même pas besoin de réfléchir à ce que ça peut être parce que vous ne le saurez pas. Voilà, ce sera vous qui imaginerez la pire chose qui peut vous faire peur, et basta. Et ça, j'avoue que c'est quand même un peu négatif pour moi, parce que j'aurais beaucoup aimé avoir une réponse à savoir qu'est-ce qui fait que les gens se suicident. Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est une créature qui fait super flipper? Je penserais peut-être à des créatures genre comme dans le film The Mist de Stephen King, La Brume. Je veux dire, dans ce film-là, bon, les gens se foutent pas en l'air parce qu'ils se font bouffer. Mais de voir des créatures comme ça, je pense qu'il y aurait de quoi nous faire devenir fous. Qu'il y ait une autre dimension en même temps que la nôtre et que ces bestioles arrivent à rentrer dans notre monde et nous bouffer. Voilà, j'aurais aimé un truc dans ce genre-là, où on nous dévoile quelque chose de tellement horrible que ça peut nous faire flipper. Mais vu que là, on me laisse libre à mon imagination, en fait j'imagine rien. Pas forcément quelque chose d'effrayant, je me dis voilà, c'est peut-être même voilà, soit un extraterrestre, soit un être humain mais qui a un pouvoir de faire que les gens se foutent en l'air. Le seul truc qui peut nous faire comprendre que c'est quand même une présence de quelque chose, c'est que tout le long nous fait comprendre que les personnages sont peut-être touchés, ou alors ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est proche d'eux et qui peut faire quelque chose. C'est juste ces petits moments-là où on se dit oui, il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose qui provoque ça, et pas du coup un truc dans l'air ou quoi, mais voilà, moi, il m'a manqué ce léger détail qui a toute son importance. Par contre, je ne peux que souligner que l'ambiance du livre est angoissante et oppressante du début à la fin. Honnêtement, moi j'étais pas bien quand je lisais ce livre, parce que voilà, j'essayais de me mettre à la place des personnages et on a l'impression d'avoir les yeux autant bandés qu'eux, parce que finalement on voit rien. On ne voit rien, on est vraiment à la place des personnages. Puisque l'auteur a réussi à me tenir en haleine et que j'ai quand même aimé cette histoire, même si, je vous le dis, je trouve ça dommage de ne pas savoir ce qui provoque ces choses-là. Je ne sais pas s'il s'agit d'un premier tome et s'il y en aura un autre. À mon avis, comme ça se termine, je sais pas, je pense pas, honnêtement je ne pense pas. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu en version originale grâce à Yesbook, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma vidéo où je vous parle de cette application. The Legend of Sleepy Hollow de Washington Irving. Voilà, moi Sleepy Hollow, je l'ai découvert en film avec le film de Tim Burton, film que je vous recommande pour Halloween parce qu'il est super bien ce film, moi je l'adore. Il est vieux mais je l'adore, je sais pas. C'est un de mes premiers films d'horreur d'ailleurs. Du coup j'avais vraiment envie de voir, de lire en version originale la nouvelle, parce qu'il s'agit d'une nouvelle qui a inspiré Tim Burton à faire ce film. On va suivre Ichabod Crane qui est en fait un jeune enseignant qui travaille et exerce donc sa fonction dans le Val dormant, d'où Sleepy Hollow en anglais. C'est un petit village où les gens ont l'habitude de se raconter des légendes sur les sorcières, les fantômes, les choses comme ça, et ils aiment bien du coup effrayer un petit peu la population et s'effrayer par la même occasion. Mais il semblerait que les légendes de Sleepy Hollow commenceraient à faire un petit peu des hallucinations aux villageois. Ils commencent à penser que la légende par exemple du cavalier sans tête
serait vrai. Et ce cavalier sans tête serait le fantôme d'un mercenaire ayant été tué durant une guerre. Et si vous voulez, eh bien la plupart des villageois pensent que ce cavalier sans tête, cette légende peut être vraie. Et il se trouve que Ichabod Crane du jour au lendemain va disparaître et les villageois ne sauront pas s'il est mort à cause du cavalier sans tête ou s'il est tout simplement parti parce qu'il a eu peur de voir le cavalier sans tête. C'est vraiment cette histoire-là en gros. On sait que Ichabod Crane en passe pour Katrina Van Tassel, qui est une très jolie jeune femme qui est la fille du fermier Van Tassel, qui est quand même assez bourgeois au niveau de la société. Et bien sûr, elle a de nombreux prétendants, dont Ichabod Crane, qui est donc attiré par cette femme. Au niveau du résumé, je peux pas vous en dire plus parce que c'est une nouvelle, donc sinon je vous en dirai trop. Je sais juste que le style d'écriture, qui est quand même assez vieux au niveau de quand ça a été écrit, est pas forcément évident à comprendre. Je sais que heureusement que j'avais l'application Yesbook pour traduire les passages que je ne comprenais pas, parce que même si en anglais j'arrivais un petit peu à me débrouiller, je dis bien un petit peu, il y a des mots, des termes que je n'arrivais pas du tout à traduire, même en essayant de comprendre la phrase, rien à faire. Je bloquais, et donc de pouvoir traduire justement les passages où j'avais du mal, ça m'a beaucoup aidé. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé cette histoire, mais je ne l'ai pas aimée non plus. Je lui ai mis la note de 2 sur 5, ce qui équivaut à un 100+, dans le sens où l'histoire aurait pu être vraiment originale. J'aurais aimé que l'auteur de cette nouvelle pousse la chose encore plus loin, mais je pense que ce qui a fait que j'ai peut-être été déçue, c'est parce que j'ai vraiment adoré le film de Tim Burton. Et vu que le film de Tim Burton, au lieu de faire croire que c'est une légende, fait qu'en fait le cavalier sans tête soit vraiment réel, bah ça fait encore plus flipper et franchement l'histoire, à aucun moment on s'ennuie quoi. Que là, vu qu'il s'agit en fait juste d'une légende et qu'on ne sait pas si le cavalier sans tête est vraiment là, présent, un fantôme qui tue les gens, ou voilà, est-ce que c'est une vraie personne ou pas, ou si c'est une légende ou pas, on n'en sait rien. Alors que dans le film, on sait qu'en fait, oui, le cavalier sans tête revient pour tuer les gens. Donc c'est juste ça qui a fait que ça a été un petit peu dommage, c'est que j'ai préféré le film à la nouvelle. Et je pense que si vous avez vu le film de Tim Burton et que vous l'avez aimé, vous risquez d'être déçu peut-être en lisant cet ouvrage. C'est pourquoi, si vous n'avez pas vu encore le film, je vous recommande peut-être de lire d'abord la nouvelle, que ce soit en français ou en anglais. Peut-être en français, honnêtement, si vous n'êtes pas très fort en anglais comme moi, vous arriverez peut-être mieux à le comprendre en français. Et sinon, regardez le film parce que le film est vraiment génial. Et dans tous les cas, vous avez le lien de ma chronique en barre d'infos et j'ai bien sûr mis la bande-annonce du film Sleepy Hollow. J'ai ensuite lu quand même une romance. Il s'agit de Malcolm, le tome 1, le sulfureux de Cathy Evans, publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie. Cathy Evans est connue pour sa saga Fight for Love, une saga que j'avais envie de lire mais que j'avoue je n'ai pas encore lue. Faudra peut-être que j'y remédie. Et quand j'avais vu cette couverture, déjà je la trouve trop belle. Voilà, je la trouve classe, séduisante, enfin voilà. J'aime beaucoup cette couverture, en plus rouge et noir, enfin voilà. Et le livre me faisait super envie, donc en fait on va faire la connaissance de Rachel Livingston, qui est une jeune femme de 23 ans, ce qui a fait que j'ai eu un peu plus de facilité à m'identifier au personnage, vu qu'elle a mon âge, qui, pour aider son magazine à remonter un petit peu la pente, parce qu'au niveau financier rien ne va et le magazine est un petit peu en train de couler quelque part, elle va devoir écrire un article sur le célèbre Malcolm Saint, qui est quelque part difficilement approchable, qui est un homme qui enchaîne les femmes, qui a très bien réussi dans sa vie professionnelle, et en gros elle doit écrire un article qui casse un petit peu son mythe et creuser un petit peu plus en profondeur sur ce qui fait qu'il est devenu un homme à tout contrôler au niveau business. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que finalement Malcolm est vraiment attirant, charmant, et ce qui fait qu'elle a un petit peu une crainte d'écrire un article sur lui, c'est qu'elle commence à s'attacher à lui et qu'elle n'a pas forcément envie de briser le lien qui est en train de les unir. J'en dis pas plus au niveau du résumé, je pense que vous savez que c'est une histoire d'amour, donc forcément c'est souvent le même schéma, ils vont faire en sorte d'être ensemble, mais il va y avoir des complications, etc. Mais là où j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est qu'à l'inverse des romances qu'on a bateau, je dirais, où la fille qui est souvent pure, donc qui est vierge, qui a jamais vu la bébête, mais par contre dès qu'il y a un super beau gosse, hop, elle écarte les jambes et tire l'arigot, on y va. Et bah là, non, Rachel qui a 23 ans n'est pas vierge, miracle, pour une fois elle n'est pas vierge, la bonne femme. Et en plus de ça, elle sait très bien que c'est un mec qui est un peu Marie couche-toi là, qui se prend toutes les gonzesses qu'il veut, et donc elle a pas envie de faire partie d'une de ses conquêtes de plus. Enfin, une bonne femme tel qu'on est en général, j'ai envie de vous dire, où on se respecte et on va pas sauter sur l'occasion. C'est pas parce que le mec est riche et beau qu'on va coucher tout de suite avec lui. À un moment donné, faut arrêter, on n'est pas non plus con.
parce que ça m'énerve. Voilà, je suis en train de mettre péter un plomb dans ma vidéo, mais c'est parce que souvent dans les romances, j'ai beau adorer les romances, ça me gonfle qu'on fasse toujours passer la femme soit pour une vierge, sainte nitouche, ou alors que la gonzesse, au premier beau gosse, elle écarte les jambes. Je suis désolée, dans la vraie vie, on n'est pas comme ça. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça, mais il faut pas exagérer, on n'est pas toutes dans le même lot. Et toujours des romances comme ça gonfle un petit peu au bout d'un moment. Donc là, merci Cathy Evans de faire une héroïne qui, je peux vous le dire, hein, honnêtement, c'est sans spoil, mais même dans tout le bouquin, vraiment, le moment où ils vont coucher ensemble, vous allez l'attendre un bon moment quand même. Hein. Et ça, je trouve ça bien. Plutôt que d'avoir une romance où dès les premières pages, ils couchent ensemble, là, ça se passe comme ça se passerait dans la vie de tous les jours. La fille, elle sait que le mec, il couche avec tout ce qui bouge. Pourquoi elle lui donnerait ce qu'il veut tout de suite? Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, c'est une question de logique. Si tu veux séduire le gars, bah tu couches pas avec lui dès le premier soir, sinon t'es sûr que lui va faire next, hein. Surtout que il peut avoir toutes les filles qui veulent Malcolm. Hein. Voilà, parenthèse bouclée, hein, je vais pas m'éterniser là-dessus, parce qu'après on va dire que je deviens folle, mais je voulais vraiment vous dire que voilà, moi ces schémas où la gonzesse est toujours pure, etc., et qu'elle saute sur le premier beau gosse, non, je suis désolée, non, j'en ai jusque là. Donc là, franchement, si vous êtes comme moi, que vous en avez marre de ces schémas de gonzesse comme ça, vous pouvez lire Malcolm, parce qu'honnêtement, vous n'allez pas être déçus, parce que, voilà, Rachel, non, ne saute pas sur Malcolm tout de suite. Ils apprennent à se connaître. Oui, Malcolm, il essaie de la mettre dans son lit, c'est logique, c'est un gars, il est beau, il a toutes les filles à ses pieds, ok, là-dessus, voilà, c'est le personnage qu'on a l'habitude de voir. Mais Rachel, franchement, sort du lot, et j'ai adoré ce personnage, parce que elle est là, elle s'assume, elle se laisse pas embominer, elle n'est pas sainte ni touche, elle est pas con non plus. Franchement, j'ai adoré ce personnage. Dans ce tome-là, c'est vrai qu'on apprend plus à connaître Rachel. On voit vraiment que c'est une fille qui veut faire le bien autour d'elle, qui veut aider sa mère, qui veut réussir sa vie professionnellement. Et d'un côté, on a Malcolm qui, je dois dire, est resté quand même mystérieux. Même si on en apprend un peu plus sur son passé, sur comment il est devenu qui il est aujourd'hui. J'espère que le second tome nous apportera un peu plus de détails sur lui parce que je suis encore curieuse de le découvrir un peu plus en profondeur. Par contre, c'est vrai que, comme vous voyez le schéma d'une fille qui va interviewer un homme pour un article, ça pourrait vous faire penser à 50 nuances de Grey. Moi j'avoue, au début, ça m'a fait penser pas mal à 50 nuances de Grey. Mais comme je vous dis, Cathy Evans arrive à sortir du lot avec un personnage féminin qui est juste superbe. Donc vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ce premier tome. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 du fait de ce schéma qui est quand même cassé. Hein, parce que les romances, on sait que ça tourne toujours un petit peu autour du même thème. Mais là, avec ce personnage féminin, il est quand même cassé, ce schéma. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, mon rendez-vous mensuel avec Fanny de la chaîne Les Chroniques de la Fraise et Héloïse de son blog Les Lectures d'Hélo. On a lu le tome 4 de La Meute du Phénix, qui est donc Marcus Fuller aux éditions Milady. Et heureusement pour La Meute du Phénix se rattrape très bien, parce que le troisième tome, si vous me suivez, vous savez qu'il a été quand même une déception. Hein. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Shaya, et Nick m'a gonflé, et Shaya m'a gonflé aussi, enfin bref, ils m'ont tous les deux gonflé. Et là, ce tome 4, je peux déjà vous le dire, c'est un 4 sur 5, c'était pas loin du coup de cœur, mais je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur. Donc là, pas de spoil non plus, puisque chaque tome est sur un couple différent. On va suivre Ronnie, qui est la sœur de Nick Axton, que l'on a dans le tome 3. Donc c'est sa frangine. Elle a eu une blessure liée à un événement de son passé qui est quand même difficile à surmonter pour une jeune femme. Mais elle est pétillante, elle est bienveillante, elle est courageuse, elle est battante. C'est une fille, franchement, moi j'ai adoré son personnage parce qu'elle instille un petit peu garçon manqué, elle rentre dans le tas des gens quand il la gonfle, elle dit haut et fort ce qu'elle pense, et c'est ce qui fait forcément qu'on s'attache à ce personnage. Et d'un autre côté, on a Marcus qui est lui un petit peu plus sur la réserve, on a un petit peu plus de mal à le découvrir. On apprend bien sûr son passé, sa famille, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu tel qu'il est aujourd'hui. Mais il est resté quand même un petit peu plus mystérieux que Ronnie. Hein. Vraiment, je trouve que le tome a été quand même beaucoup centré sur Ronnie. C'est pas plus mal parce que j'ai adoré ce personnage. Et là, la romance va venir vraiment très vite, plus vite que dans les tomes précédents, puisque dès le début, ils vont se mettre d'accord qu'ils veulent juste coucher ensemble, que voilà, c'est juste pour le sexe. Ils ne veulent pas s'imprégner, devenir des âmes sœurs, puisque c'est bien sûr des loups-garous qu'on parle. Je vous en dirai pas plus. Il va y avoir beaucoup d'actions dans ce tome-là. Beaucoup de choses qui vont venir paralyser le bon déroulement de la Meute du Phénix, qui vont venir se mettre en travers du chemin de ce couple. Ce tome est vraiment génial. Moi, je ne me suis pas ennuyée un seul instant, j'avais qu'une envie, c'était de le bouffer. Les personnages sont attachants, le rythme est présent, l'action est là tout le temps, franchement, il est super.
Le point qui a fait que malheureusement je n'ai pas pu lui mettre un 5 sur 5, c'est pas compliqué. Peut-être que certains vous allez vous dire mais ça justifie pas que tu mettes pas le 5 sur 5, mais moi je vous assure que si. C'est qu'on s'est rendu compte avec Fanny et Héloïse que déjà il y avait des erreurs au niveau de certains personnages et honnêtement, si vous êtes en train de lire, qu'il y a du bruit autour de vous, qu'il y a des gens qui vous dérangent, qui vous causent alors que vous voulez lire tranquillement, ça peut faire que vous embrouillez le cerveau. Deuxièmement, il y a des phrases qui sont quand même très mal tournées, qui incite un petit peu à penser quelque chose, mais c'est peut-être pas forcément ce que voulait dire l'auteur. Et bien sûr, il y a de la traduction mauvaise, mais vraiment une mauvaise traduction. Franchement, pourtant j'ai regardé, c'est la même qui a traduit, je crois, le 3e tome, et le 3e tome ça allait. C'est vraiment une sacrée catastrophe niveau traduction, que ce soit les personnages ou les fautes d'orthographe, ou les tournures de phrases, la syntaxe ou quoi, j'en sais rien, mais là je sais pas ce qui leur est arrivé, il y a eu un problème, la fille elle était peut-être en boîte de nuit quand elle a écrit le truc, mais... Non, là franchement c'est vraiment parce que j'adore cette saga, mais là je pouvais pas là. Autant pour les autres, les petites fautes, les trucs comme ça passait, mais là quand tu commences à faire des fautes sur les erreurs du nom du personnage, je peux pas, non. Non, parce que c'est sujet à m'embrouiller le cerveau et j'ai pas envie de m'embrouiller le cerveau quand je lis un livre. Donc c'est le petit point négatif je dirais de ce tome, mais sinon franchement avec les filles on est resté sur le même point de vue, c'est qu'on a adoré ce tome 4. Donc voilà, en tout cas franchement La Meute du Phénix c'est une de mes sagas chouchoutes, parce que j'adore, de toute façon j'adore les loups-garous, mais j'adore cette histoire. On a quand même du sexe hein, dans ce 4e tome, mais je dirais pas autant qu'on a pu en avoir dans le premier. Le premier je pense c'est celui vraiment où niveau sexe on en a eu des vertes et des pas mûres, hein. Franchement niveau sexe on était servis. Là, celui-ci, ça va. Je trouve pas que c'est non plus hyper chargé comme dans le premier tome. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés. Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir? Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!